Un vol EasyJet pour Londres, un plein d'essence ou juste se faire livrer une pizza, rassurez-vous, tout est pardonné. Grâce à la compensation carbone, les émissions de gaz à effet de serre générées par le produit ou le service dont vous profitez est climatiquement neutre. Mais comment ça fonctionne? Et peut-on vraiment s'y fier? On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la compensation carbone. Planter un arbre en Indonésie de l'autre côté du monde pour compenser les effets d'une escapade en avion ici, c'est possible grâce à la compensation carbone, née au début des années 2000, présentée comme un véritable antidote au réchauffement climatique. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour mettre en garde contre les dangers de ce système, notamment celle d'Augustin Franière. Bonjour. Bonjour. Augustin, tu es directeur adjoint du Centre de compétences en durabilité à l'Université de Lausanne. Et en 2009, déjà, tu publiais un livre qui s'appelle « La compensation carbone, illusion ou solution ». Alors, on va voir si c'est plutôt une illusion ou plutôt une solution ensemble. Mais d'abord, j'aimerais que tu m'expliques un peu, parce que la compensation carbone, ça a l'air génial. Je consomme un produit ici ou un service, mais sans avoir à culpabiliser pour son impact négatif. C'est vrai ça? Ça fonctionne comment? Alors, la compensation carbone, c'est une sorte de marché du carbone dans lequel s'échangent des crédits carbone, des sortes de certificats. Ces crédits carbone correspondent soit à une tonne de CO2 qui a été évitée, qui n'a pas été émise, par exemple en remplaçant une centrale à charbon par un parc d'éoliennes à la place, ou en payant des agriculteurs pour éviter qu'ils ne déforestent certaines zones forestières et émettent du coup du CO2. Donc on essaie d'éviter ça. Donc, soit des tonnes de CO2 évitées, soit des tonnes de CO2 qui sont récupérées de l'atmosphère et séquestrées, la plupart du temps, par des projets de plantation d'arbres. Alors, juste pour qu'on soit au clair sur la terminologie, il y a deux marchés du carbone, si j'ai bien compris. Il y a le marché du carbone institutionnel, celui qui a été implémenté par les conventions de Kyoto et Paris, et il y a le marché du carbone volontaire. Oui, c'est juste, et c'est même un petit peu plus compliqué. On a le marché du carbone qui s'appelle de plafonnement et d'échange. Ça, c'est principalement entre les grandes entreprises les plus émettrices, européennes, suisses, auxquelles on fixe un quota d'émissions annuel. Et on a de l'autre côté le marché de la compensation. Et dans ce marché de la compensation, effectivement, il y en a une partie qui est institutionnalisée, donc dans le cadre des grands accords internationaux sur le climat, qui répondent à des règles assez précises avec une autorité de régulation. Et on a le marché volontaire qui s'est développé spontanément, qui s'adresse aux entreprises, aux privés, parfois à des régions aussi, éventuellement, et qui, lui, n'est absolument pas régulé. Donc, il n'y a pas de règles de fonctionnement communes, les mêmes à tout le monde, pas de méthodologie de calcul commune. On a des organismes qui essayent d'authentifier, de labelliser ou de vérifier la qualité des projets de ce marché volontaire, mais il n'y a pas une autorité régulatrice qui fixe des règles du jeu pour tout le monde les mêmes. En parlant de ce marché volontaire, nous, on a trouvé des pubs assez intrigantes sur Internet, certaines pour des compagnies d'aviation climatiquement neutres, d'autres pour carrément des pleins d'essence, des comptes chez UBS. Ça fonctionne vraiment, ce marché de la compensation? Non, alors moi, je fais partie des voix plutôt critiques de ce marché. Il ne fonctionne pas pour différents types de raisons. Il faut bien distinguer les raisons qui concernent l'intégrité environnementale des crédits, à savoir les crédits échangés sur ce marché, est-ce qu'ils correspondent vraiment à ce qu'ils prétendent, à savoir une tonne de CO2 qui n'a pas été émise ou une tonne de CO2 qui a été retirée de l'atmosphère. Ça, c'est une première catégorie de questions et de problèmes qu'il faut investiguer quand on s'intéresse à ce marché. L'autre catégorie de questions, c'est la logique même de ce marché. Est-il légitime, même en admettant que les crédits correspondent vraiment à ce qu'ils prétendent? Est-ce que c'est légitime d'estimer que, en achetant un certain nombre de crédits qui correspondent, par exemple, aux émissions de notre vol en avion, on annule simplement, de ce fait-là, notre impact sur le climat? Eh bien non, c'est un artifice comptable, c'est une forme de tour de passe-passe arbitraire et qui, à mon avis, n'est pas légitime. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer ça. Alors, pour revenir sur les enjeux plus techniques, est-ce que vraiment la tonne de CO2 qu'on achète sur ce marché correspond vraiment à une tonne de CO2? Il y a déjà eu passablement de scandales, notamment en janvier passé, ça a été à la une du Guardian. 90% des compensations de carbone de la forêt tropicale qui étaient
certifiés par le plus grand certificateur au monde, Verra, sont des crédits fantômes, c'est-à-dire qu'ils ne représentaient pas vraiment les tonnes de carbone qu'on leur prêtait. Il y en a souvent des problèmes de ce type? Il y en a assez souvent, en tout cas régulièrement. Donc, si vous me demandez, ben voilà, est-ce que les crédits sur le marché dans l'ensemble sont dignes de confiance ou non? C'est très dur de répondre de manière univoque. Il y a des projets qui sont certainement de bonne qualité, il y en a qui sont beaucoup moins. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a, dans la dernière décennie, il y a eu plusieurs scandales de ce type-là qui montrent qu'en fait, pour diverses raisons que je peux détailler, plusieurs crédits soit n'ont aucune valeur en termes de protection du climat, soit le nombre de crédits vendus a été surévalué. Voilà, c'est des problèmes de ce type-là en général. Parce qu'il y a une incitation à produire des crédits carbone dans ce marché, puisque les organismes qui certifient doivent vendre le plus possible. Oui, ils ne doivent pas vendre le plus possible, mais ils ont tout intérêt à le faire. Hein. Et en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand on veut, pour reprendre une image simple, remplacer une centrale à charbon par un parc d'éoliennes, par exemple, mais il y a plein d'autres types de projets autour notamment des énergies renouvelables et des économies d'énergie, on va devoir calculer combien la centrale à charbon aurait émis de tonnes de CO2 sur, par exemple, une période de 20 ans, si elle n'avait pas été remplacée par la centrale éolienne. Donc, mais c'est un scénario fictif, en quelque sorte, vu qu'il n'a pas lieu par définition, vu qu'on met en place les éoliennes. Donc, on appelle ça le scénario de référence. Donc, si on surévalue un petit peu la quantité de CO2 qu'aurait émis cette centrale à charbon, ben, évidemment, la différence avec le scénario centrale à éolienne, enfin, parc d'éoliennes, est plus grande, donc on peut vendre plus de crédits. Bien sûr. Et c'est exactement la même chose avec les projets qui ont été dénoncés là par le Guardian et DeedSight, mais c'est des projets de déforestation évitée. On va faire un scénario de référence, donc essayer d'estimer combien d'hectares de forêt auraient été déforestés dans un scénario de référence. Puis ensuite, on met une politique de protection de la forêt en place. Donc, on va payer les agriculteurs pour éviter qu'ils ne déforestent. Et puis là, on mesure exactement les quantités déforestées, on fait la différence, et puis on voit combien on a réussi à préserver de forêt, et donc à éviter d'émissions de CO2 liées à la déforestation. Et bien là, c'est la même chose. Si on surévalue le scénario de référence, on surévalue le nombre de tonnes de CO2 évitées et donc le nombre de crédits qu'on peut vendre. Ça veut dire qu'il y en a une bonne partie qui n'ont aucune valeur. Et puis il y a aussi l'enjeu de la temporalité aussi, non? C'est si on utilise un vol en avion, on relâche directement le CO2 dans l'atmosphère, alors que si on plante un arbre, on est sur des résultats qui s'échelonnent sur plusieurs décennies. Alors là aussi, il y a plusieurs pratiques différentes. Il y a des crédits qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire qu'on va vendre le crédit avant même que le projet ait apporté tous ses bénéfices. C'est quand même pas le plus fréquent. Sinon, on a des crédits ex post, c'est-à-dire que le crédit n'est vendu qu'une fois qu'on est sûr que la tonne de CO2 elle a été évitée ou elle a été séquestrée, ce qui est en général le plus prudent. Mais il faut beaucoup plus attendre, ça demande plus d'investissement pour les projets. Tu l'évoques, il y a l'air d'avoir plusieurs sortes de pratiques. Est-ce qu'il y a des régulations dans ce secteur? Alors, sur le marché de la compensation carbone volontaire, non, il n'y a pas de régulation. En tout cas, pas de régulation officielle de la part d'une instance et qui serait les mêmes pour tout le monde. Par contre, il y a des organismes effectivement de certification comme Verra qui émettent des labels de qualité. On en a d'autres, hein, comme le Gold Standard par exemple. Le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas toujours les mêmes méthodologies pour calculer le nombre de crédits générés par certains projets. Et qu'on assiste, et c'est typiquement le cas dans les révélations du Guardian, à une forme de bataille de méthodologie et de méthodes de calcul qui n'aboutissent pas toujours au même résultat. Et ça, en soi, c'est un problème, c'est que ça rend les projets très difficilement comparables les uns aux autres, parce que les présupposés, les hypothèses, les méthodes de calcul ne sont pas toujours les mêmes. Il y a beaucoup de ces projets qui sont situés dans le sud global, parce que probablement ça coûte moins cher de faire des projets là-bas. Est-ce que ces projets bénéficient aux populations locales ? Alors là encore, c'est difficile de donner une réponse univoque. Hein, mais alors effectivement, sur le coût déjà, en général, les projets dans les pays en développement sont moins chers. Pourquoi ? Bien parce qu'il reste plus de potentiel de réduction des émissions peu chères par endroit. La main-d'œuvre est moins chère. Parfois, la qualité des projets est aussi moins bonne. Alors, est-ce que ces projets apportent des bénéfices ? On appelle ça des co-bénéfices. Hein, des co-bénéfices qui peuvent être soit environnementaux, en termes de biodiversité, par exemple, si on évite de déforester certaines parties riches en biodiversité, et des co-bénéfices sociaux, quand ça apporte de l'emploi, par exemple, ou une amélioration des conditions de vie, réduction de la pollution sur place. Certains projets apportent authentiquement des co-bénéfices, hein, j'en doute pas, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi eu certains scandales
qui vont à l'encontre, qui représentent plutôt, pour certains projets, des violations des droits humains, avec des déplacements de population, etc. Alors, à nouveau, on constate qu'il y a une grande diversité de projets et d'impacts. C'est quoi les projets typiques? Parce qu'on parle beaucoup de forêt, reforestation, empêcher une forêt de se faire déforester. Il y a quoi d'autre? Alors, dans les projets les plus utilisés sur le marché, il y a effectivement la plantation d'arbres, les arbres en poussant vont capturer le carbone, le séquestrer dans le bois. La grosse problématique avec ces projets-là, c'est la permanence. C'est-à-dire que c'est bien joli, on peut calculer combien par hectare on va capturer de CO2, de tonnes de CO2, mais si dans 10 ans, 15 ans, la forêt brûle ou elle est coupée, exploitée d'une certaine manière, ou qu'elle dépérit, eh bien tout repart dans l'atmosphère. Donc là, des gros enjeux en termes de permanence. Le deuxième grand type de projet, c'est les projets d'énergie renouvelable, remplacement d'une centrale à charbon par des sources moins émettrices de CO2. Là, on a des difficultés en termes d'additionnalité, c'est-à-dire que le projet va devoir prouver qu'il n'aurait pas pu voir le jour sans la vente des crédits, donc qu'il vient de manière additionnelle ou en plus de ce qui se serait fait de toute façon. Parce qu'évidemment, si le parc éolien qui remplace la centrale à charbon avait de toute façon été mis en place parce que c'était un programme gouvernemental, parce que c'est une obligation légale ou parce que c'était déjà un projet qui financièrement était bénéficiaire en lui-même sans la vente des crédits, eh bien ça n'apporte rien de plus pour le climat. Et la vente des crédits ne servent qu'à enrichir un peu plus le promoteur du projet. Donc l'additionnalité est un gros problème, très difficile à démontrer dans ce genre de cas, mais indispensable si on veut des crédits de bonne qualité. Et puis, troisième grand type de projet, c'est effectivement la déforestation évitée, ceux du scandale actuel autour de Vera. Là, on va, comme je l'ai expliqué, payer des paysans, des populations locales pour essayer de ralentir la déforestation. Ces projets, c'est quand même des flux financiers qui sont dirigés vers des projets bas carbone. Est-ce qu'on ne doit pas ça au moins au marché de la compensation carbone? Oui, alors financer des projets de protection du climat, c'est une bonne chose en soi. Donc il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est extrêmement problématique actuellement la manière dont tout cela est formulé et communiqué. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait croire aux consommateurs qu'en achetant des crédits carbone, il annule son impact personnel, l'impact de ses propres activités sur le climat, ou qu'il peut devenir neutre en carbone, ou acheter des produits neutres en carbone. Or, c'est justement une convention comptable purement arbitraire et qui n'a pas lieu d'être. Pourtant, on n'a pas le droit de soustraire le carbone qu'on sort de l'atmosphère de sa propre consommation. Alors, on ne devrait pas le faire, mais c'est ce qui se fait dans la pratique. Et c'est pour ça que ce marché, en tout cas son fonctionnement actuel, est si problématique. Il nous empêche en fait de d'abord diminuer nos émissions ici sur place. C'est ça, c'est-à-dire que si vous regardez la démarche qui est généralement promue par les promoteurs, les prestataires de compensation, effectivement, elle est en général en 3 temps. Pour une entreprise, par exemple, ils vont lui conseiller de d'abord calculer son bilan carbone, c'est-à-dire l'ensemble de ses émissions, ensuite réduire ce qu'elle peut, et puis ensuite seulement compenser. Le problème, c'est que comment calculer ces émissions? Est-ce que c'est que les émissions directes sur le site ou aussi les émissions indirectes liées à toutes les autres consommations de l'entreprise? Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Ensuite, réduire ces émissions de CO2, là non plus, il n'y a aucune règle. C'est laissé au libre choix de l'entreprise. Donc, elle pourrait même, à la rigueur, ne diminuer qu'à la marge ou avoir des émissions stables ou même les augmenter. Il n'y a pas de critère sur le marché qui dit qu'il faut réduire de temps ou temps. Et puis ensuite, compenser. Le problème ici, c'est qu'effectivement, on laisse entendre aux entreprises qu'en compensant, elles peuvent devenir neutres en carbone si elles achètent un nombre de crédits correspondant à leurs émissions annuelles restantes. Et puis ça, c'est hautement problématique parce qu'effectivement, c'est un jeu de soustraction qui n'a pas lieu d'être et qui, en quelque sorte, trompe le consommateur. On a beaucoup parlé des entreprises jusque-là, mais les États jouent à ce jeu-là aussi pour atteindre notamment la neutralité en 2050. C'est le cas beaucoup de la Suisse. On est des spécialistes en la matière. On a déjà conclu des accords bilatéraux pour compenser avec le Pérou, le Sénégal, le Ghana ou la Géorgie. Mais si ces projets ne sont pas crédibles, on est mal barré, non? Alors, si les projets ne sont pas crédibles, on est mal barré. Mais même si ces projets étaient crédibles, que l'intégrité environnementale des crédits récupérés dans ces pays en développement était assurée,
c'est problématique. Pourquoi? Eh bien, pour un État comme la Suisse, c'est en fait simplement une perte de temps et une perte de crédibilité de sa politique climatique. Alors, je m'explique, la Suisse s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions, et c'est les objectifs qu'elle a annoncés dans le cadre de l'accord de Paris, de réduire ses émissions de CO2 de 50% d'ici 2030. Mais en fait, une bonne partie de cet objectif va être réalisé, peut-être environ un quart, va être probablement réalisé par l'achat de crédits carbone à l'étranger sous la forme d'accords bilatéraux. Donc c'est un petit peu différent du marché volontaire, mais le principe est le même. Alors pourquoi ça pose problème? D'une part, ça note un manque d'ambition. Pour comparaison, l'Union européenne a un objectif de moins 55% de ses émissions en 2030, donc déjà un peu plus ambitieux, et uniquement sur son territoire, sans recourir au marché de la compensation. Et puis ensuite, c'est une perte de temps. Pourquoi? Eh bien, parce que si on retire justement ce quart, donc ce 12,5% de l'objectif qui va être réalisé par la compensation carbone, eh bien, ça veut dire que les émissions de la Suisse réelles seront réduites de tout ça en moins. Et il va falloir réduire encore plus rapidement pour atteindre l'objectif suivant à long terme, qui est d'atteindre réellement la neutralité carbone, donc net zéro en 2050. Donc, on est un peu en train de reporter dans le futur ce qu'on devrait déjà faire maintenant. Ouais, on est en train de procrastiner. C'est un outil de procrastination en quelque sorte. Au lieu d'attaquer les réductions d'émissions difficiles chez nous, on paye d'autres pour le faire à notre place. Parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher, parce que c'est plus facile, parce que aussi, il faut l'avouer, on n'a peut-être pas les majorités politiques qui nous permettent d'avoir une action suffisamment ambitieuse. Et ça, c'est problématique parce que c'est une perte de temps vraiment importante. Donc, si je comprends bien, pour résumer un peu tout ça, tu milites pas pour la disparition de ce marché-là. C'est juste que tu aimerais une nouvelle terminologie qui soit plus claire sur ce que c'est vraiment. Je crois que tu parles de contribution climatique au lieu de compensation climatique. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut séparer complètement deux modalités d'action quand on veut lutter contre le changement climatique. D'une part, réduire ses propres émissions, et d'autre part, contribuer à la lutte globale du changement climatique. Alors, ce genre de projet financé pour éviter la déforestation, promouvoir les énergies renouvelables ailleurs dans d'autres pays, c'est bien qu'il soit financé, effectivement. Mais ça ne doit pas se faire aux dépens de la réduction de nos propres émissions. Donc, ces deux modalités d'action, réduire mes propres émissions ou payer pour contribuer à la lutte globale contre le changement climatique, doivent rester séparées l'une de l'autre. Le grand problème de ce marché, c'est que ça crée des ponts, des vases communicants entre ces deux modalités d'action très différentes. C'est ce que le mot compensation suggère. Exactement, le mot de compensation suggère ça. C'est pour ça que je propose de le remplacer par contribution. On a maintenant une littérature en psychologie sociale qui montre qu'effectivement, quand une entreprise communique sur le fait que ses produits sont neutres en carbone ou qu'elle compense ses impacts, ça incite un effet rebond qui fait que les consommateurs consomment plus. Donc, il y a des études expérimentales de psychologie sociale qui ont montré ça. Donc, cette idée de vase communicant, je compense ailleurs, donc ça annule l'impact de mes propres activités, il a un réel effet. C'est-à-dire que du coup, on consomme plus, que ce soit de l'énergie ou des biens de consommation. Donc, il faut casser cette logique, changer la terminologie, passer au terme de contribution et surtout poser des règles très claires sur à quelles conditions on peut se prétendre neutre en carbone ou climatiquement neutre. Et c'est certainement pas par l'achat de crédit qu'on y arrive. Mais je crois que les choses commencent à changer un petit peu. Tu me disais en off, par exemple, que EasyJet ne communique plus sur le fait qu'il soit supposément neutre en carbone. Il y a un cadre légal qui évolue en France. Donc, c'est bon, en fait, le travail que tu fais, il commence à avoir des vrais effets dans le monde là-dehors. Alors, il y a quelques indices qui montrent qu'effectivement, l'approche et la perception de ce marché est en train de changer, et les pratiques aussi. C'est vrai que moi, j'ai écrit ce livre il y a bientôt 15 ans, en proposant encore la même chose que ce que je décris aujourd'hui. Rien n'a bougé pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on voit des prises de position, même à assez haut niveau, qui vont dans ce sens-là. L'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique en France, par exemple, a émis des avis très clairs sur le fait qu'on ne peut pas atteindre la neutralité carbone par achat de crédit. La France s'est dotée d'une loi qui précise qui peut se prétendre neutre en carbone ou pas dans le monde de l'entreprise ou en ce qui concerne les biens de consommation. Cette loi n'est pas idéale, elle a été un petit peu vidée de sa substance, mais elle existe. On a aussi des commissions au niveau des Nations Unies qui planchent là-dessus et qui vont dans la direction aussi de ce que je propose.
Et on a quelques entreprises comme typiquement EasyJet qui ont annoncé qu'ils allaient arrêter la compensation, en tout cas d'utiliser le terme. Je vois ça comme des bons signes. Espérons maintenant que ça se généralise, et surtout la Suisse, parce que la Suisse est un des États au monde qui recourt le plus à ces mécanismes-là pour poursuivre ses objectifs de l'accord de Paris, que la Suisse se rende compte qu'en fait, ce n'est pas une politique climatique digne de ce nom, et puis qu'elle changera elle aussi sa manière de faire. Alors on espère qu'à l'instar de ces signes avant-coureurs, que les choses aillent dans le bon sens. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Comme d'habitude, c'est passé trop vite ce podcast. Merci Augustin Franière. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le autour de vous. Lâchez-nous quelques étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Ça nous fera plaisir. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.